Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire sur la longévité de la peau. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Olivier Pacat, qui est notre directeur scientifique et technique au département développement cosmétique chez Aficalcan. Aujourd'hui, Olivier va vous présenter 5 actifs avec 5 mécanismes d'action différents pour cibler le vieillissement cutané et agir sur la longévité de la peau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure de la présentation. Nous prendrons le temps d'y répondre à la fin. Enfin, sachez que le webinaire est enregistré et le replay sera donc disponible a posteriori. Olivier, c'est à toi. Voilà, Agathe, merci pour ta présentation et merci aux personnes qui prennent le temps d'assister à ce webinaire. Donc voilà, il va y avoir aussi les actifs qu'on va présenter. On va parler d'exposome, on va parler de peau sensible, on va parler de glycation, on va parler d'épigénétics et enfin on va parler d'une version hybride d'un acide hyaluronique. Alors, vous avez les petits pictogrammes là. On vous enverra la présentation après, hein, vous inquiétez pas. Donc là, c'est le côté Chine. Là, il y a le côté Upcycle. Là, si vous avez A, c'est Approve Cosmos. Et si vous avez un index naturel NY qui est supérieur à 0,9 selon la norme ISO 16128, alors vous avez ce petit pictogramme. Allez, on va commencer tout de suite. Bah, l'exposome, je pense que tout le monde connaît la notion d'exposome. Alors, on commence par un actif qui est proposé par la société italienne Bionap, et c'est un extrait d'artichaut. Alors, vous allez me dire, oh, l'artichaut, ouais, si vous allez au Japon, d'abord, par exemple, l'artichaut est quelque chose c'est quelque chose de précieux. Si vous servez de l'artichaut à un repas, c'est quelque chose parce qu'il y en a très peu, c'est très difficile d'obtenir, ils sont obligés de l'importer. Si vous allez en Italie également, l'Italie, vous avez des petits artichauts qui sont cuisinés, qui sont vraiment sublimes. Alors oui, donc ça fait très longtemps en Italie qu'on utilise l'artichaut, qui fait partie donc de euh, l'alimentation méditerranéenne. Donc probablement, ça contribue au bien-être des gens à travers quand on parle des blue zones. Probablement, les gens qui habitent dans ces blue zones mangent des artichauts. Et je vais vous expliquer pourquoi l'artichaut, c'est important de manger de l'artichaut. Euh, alors, aussi, c'est une supply chain qui est très short, c'est-à-dire qu'en fait, bah, c'est une société italienne. Ils ont des sources, ils ont des champs d'artichauts qui sont tout à côté de chez eux. Et bien sûr, bah, il y a traçabilité. Alors, Made in Europe, ça c'est important. Made in Italy, alors ça fait rêver quand même, hein. Juste avant de partir en vacances, on se dit l'Italie, c'est sympa. Euh, Ils vont chercher les artichauts à quelques kilomètres de chez eux, donc il y a traçabilité important. Il y a ils font très attention aux conditions de travail des gens qui font là, donc ça c'est très bien, qui travaillent. L'artichaut, bah, il est organique, donc il est bio, et donc ensuite il y a une extraction dans laquelle ils font très attention, c'est éco-friendly, c'est-à-dire qu'on va avoir du water recycling, on va recycler l'eau. Voilà, donc vous voyez, vous avez plein d'arguments pour à donner à votre marketing. Euh, et ensuite, alors voilà, vous avez Linky qui est Chine, et bien sûr, et ce qui est intéressant aussi, on me demande ça souvent quand je vais en clientèle au niveau des actifs, c'est ce qu'il est titré. Il est titré en chlorogénique acide. Voilà, donc ça c'est dans les spécifications, vous avez ça. Et ce chlorogénique acide, pourquoi? Et c'est intéressant parce que le chlorogénique acide va activer en fait le NRF2. NRF2, c'est le système de protection antioxydant interne à la cellule, les kératinocytes et des choses comme ça. Vous voyez qu'ici, il est silencieux et qu'en présence donc de chlorogénique acide, de cet actif, on voit qu'on active, on va séparer ces deux unités, on active le NRF2 qui va ensuite arriver au niveau du noyau et il va y avoir une production d'actifs antioxydants, d'enzymes antioxydants de type phase 2. Donc voilà, on déclenche la séquence antioxydante propre à la cellule grâce à cet actif qui contient entre autres de l'acide chlorogénique. Voilà, alors
Ouais, je vais vous montrer des données assez classiques. Vous voyez qu'en présence, donc on va prendre, soit ce sont des données in vitro, on va prendre une cellule, on met ces lipides polysaccharides qui créent une oxydation. On voit que le niveau de ROS augmente, on met l'actif dans les mêmes conditions, on voit qu'on diminue le niveau de ROS. On mesure souvent le taux d'oxydation d'une cellule par le nombre d'entités, hein, RSH, des groupes thiol. On voit qu'en présence de ce lipide polysaccharide, eh ben, on diminue, donc on oxyde le SH, et que si on met l'actif, eh ben, on rétablit ça. Donc voilà, donc on diminue l'oxydation. On voit que grâce à cet actif, on augmente le taux de NRF2. Euh, on voit qu'on augmente la SOD, voilà, et les GPX, voilà, donc quelques données qui montrent qu'on augmente le côté, les défenses antioxydantes de ces kératidocytes. Et ensuite, ben voilà, on a euh, on a des données qui sont des données cliniques. Et ici, on va mesurer la peau éclatante, hein, la skin radiance, une peau éclatante. Et voilà, c'est fait sur 22 personnes. On a vraiment quelque chose une donnée, un test clinique qui est valable, hein, 22 personnes. On a testé l'actif à 1,5% et vous voyez que si on compare versus le placebo, on a une radiance de la peau qui est augmentée de manière significative, hein. On est presque à 50% d'augmentation et c'est assez illustré ici dans ce coin-là. On voit que c'est une peau qui est plus radiante. Alors, ils ont fait également des mesures, ça, je trouvais cette étude aussi intéressante parce qu'on va mesurer le côté anti-âge. Voilà, donc on fait des mesures de rides, la profondeur de rides, et on voit qu'on a une diminution de presque 200% la profondeur des rides par rapport au placebo, hein, c'est ici, et on a des illustrations qu'on compare ici. Et surtout, en faisant ça, ils ont réussi à essayer de déterminer ça, à combien d'années de vieillissement de la peau ça correspond. Et voilà, cette diminution de presque 200% de la profondeur des rides serait l'équivalent d'un gain de plus de 2 ans en fait. Donc il y a un rajeunissement de la peau d'à peu près de 2 ans grâce à cette technologie. Voilà. Je pense que voilà, c'est la première fois que je vois une étude où on arrive, parce que d'habitude on dit voilà, ça correspond à 10%, généralement c'est quoi, entre 10-15% de réduction de rides, mais voilà, ça ne veut pas dire grand-chose. Là, on se dit voilà, utilisez cet actif pendant 28 jours et vous gagnez 2 ans de jeunesse en quelque sorte. Voilà, donc je trouve ça, c'est donné assez intéressante. Et ensuite, ils ont fait aussi un test où on va mesurer le taux de TNF alpha, de FRAP. Donc, c'est des choses qui sont des signaux inflammatoires, vous voyez. Donc, et on voit on a une diminution du TNF alpha, tout le monde connaît ça, hein, c'est vraiment un signal de l'inflammation. Après 28 jours, on a une diminution importante du TNF alpha. Et ça, c'est mesuré sur un protocole où on va faire du tape stripping et on va mesurer ce TNF alpha au niveau euh, des couches cornées qu'on collecte. Voilà. Et on a également le même ici, on a augmentation de FRAP qui est reliée aux capacités de protection de la peau par rapport aux oxydants. Voilà. Donc, voilà un dossier que je trouve assez intéressant et avec plein d'arguments à la fois scientifiques et de développement durable. On va parler peau sensible, anti-inflammaging. Alors, quand on parle de peau sensible, ouais, on pense tout de suite, bien sûr, à Symrise, hein, c'est quand même les spécialistes dans ce domaine-là. Et une seconde spécialité de Symrise, c'est leur capacité à faire d'abord des dossiers qui sont splendides et ensuite le côté un peu biotech. Alors ici, on a un mélange de gingembre, donc un extrait de gingembre, de racines de gingembre, et ensuite qu'ils ont mélangé avec du biotech, avec un bisabolol d'origine biotech.
Alors pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils savent qu'ils ont une longue expérience du bisabolol, hein, et c'est un bisabolol biotech qui est sorti récemment. Ils connaissent le bisabolol et qui agit à la fois sur les cytokines de type interleukine 1, TNF-alpha, interleukine 6, interleukine 8, donc modulation, voilà, ça va sur la peau enflammée, sur l'érythème. Voilà. Donc, première action, on va essayer de réduire le taux de cytokine. Et on sait qu'ils ont une expérience également sur le gingembre, et on sait que là, on va jouer sur les médiateurs lipidiques. Alors, la cyclooxygénase 2, prostaglandine 2, voilà, là on est plus dans le derme, on est les cellules de mast qui produisent, qui ont cette cyclooxygénase, qui produisent de prostaglandine, et on sait que voilà, ce sont des marqueurs aussi de l'inflammation. L'effet combiné, ben regardez, alors là, ça résume en quelque sorte les données. Dans ces présentations, on ne va pas vous présenter toutes les données. J'ai essayé de sélectionner les plus intéressantes. Mais bien sûr, si vous êtes intéressé, on vous envoie le dossier complet, il n'y a aucun problème. Vous voyez qu'ici, on a une réduction d'interleukine 1 de presque 40%, TNF-alpha enfin plus de 60%, presque 50% d'interleukine 6, interleukine 8. On a une diminution cyclooxygénase de presque 90%, très intéressant, et prostaglandine, une diminution de la prostaglandine 2 de 50%. Là, vous voyez, donc on a un double effet smoothing, et on diminue la cascade inflammatoire en quelque sorte. Alors, on a obtenu ce bisabolol à partir de maïs. Alors, enfin, si vous travaillez avec nous, vous connaissez ce procédé. C'est le même type de procédé qu'on utilise, par exemple, pour produire notre squalane et notre hémisqualane. Je suis sûr qu'il y a une majorité d'entre vous qui utilisent cette technologie. Si vous ne l'utilisez pas, bah, posez-vous la question. C'est super intéressant comme technologie. Ici, au lieu avec le squalane, on part de canne à sucre. Ici, on parle du maïs. Le maïs, on met en présence d'une levure. Cette levure, voilà, elle est ici. On rajoute un peu enfin, c'est le sucre du maïs qui en présence. Et la levure va produire donc le bisabolol, et ensuite il suffit simplement de faire une extraction, une distillation, et voilà, on a quelque chose, et on a du recycling des solvants. Donc c'est un procédé qui est vert, et on va mélanger ça on collecte ces racines de gingembre, et ensuite on fait une extraction, on va mélanger ces deux produits. Et voilà, alors ça c'est aussi la qualité des dossiers Symrise. Ils montrent une synergie, mais vous pourrez dire, là on montre une synergie, on va faire quelques tests in vitro. Non, eux ils font une test, ils vont faire carrément une étude clinique pour montrer qu'il y a une synergie. On va mesurer l'érythème, hein, de la peau. Et, vous voyez qu'au départ, bah, tout est équivalent, et on a en fait quatre legs sur cette étude clinique. On a le placebo, on a le bisabolol, on a le gingembre, et bien sûr, on a l'actif, donc ce mélange de bisabolol et de gingembre. Et vous voyez, par exemple, si on compare, par exemple, au bout du troisième jour, on regarde l'érythème, on voit que bon, le placebo, déjà avec les actifs individuels, on arrive à baisser l'érythème, mais que voilà, si on utilise le mélange, il y a une espèce de synergie qui arrive. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on utilise, plutôt que d'utiliser individuellement ces deux produits, on va utiliser le mélange pour capitaliser sur la synergie. Voilà, et c'est un test clinique fait sur une vingtaine de personnes, et je trouve ça assez convaincant. Et des belles, très belles données. Alors ensuite, bon, on va parler intelligence artificielle. Alors, Symrise, je vous ai dit, ils sont les spécialistes de la peau sensible. Alors, ils ont collecté des dizaines de milliers de données, et ils se sont rendus compte qu'avec toutes ces données-là, ils avaient entre autres fait deux choses. Sur ces tests-là, ils ont énormément de tests dans lesquels ils ont fait des images, hein, ils ont pris des images, et ensemble, ils avaient aussi des tests. Des tests de perception, une espèce de test consommateur, dans lequel on demandait
ont demandé au consommateur sa perception par rapport à la sensibilité de sa peau. Et donc, ils ont pris ces milliers de données, ils ont créé ils ont créé une intelligence artificielle qui analyse ces données et ils ont créé grâce à ça, grâce à ce réseau de neurones, ils ont créé un index, le SIM index, qui permet de relier, qui permet de relier cette évaluation sensorielle. Hein. C'est une évaluation sensorielle pas faite par des experts, mais faite par les panélistes, hein, ceux qui font partie des tests cliniques, et on combine ça, et voilà. Et donc, en, avec ce SIM index qui est basé sur l'intelligence artificielle, ensuite ils peuvent faire des tests, ils peuvent faire leurs propres tests et ensuite ils vont mettre les données qu'ils recueillent dans cette intelligence artificielle, et pouvoir mesurer le SIM index. Alors on voit ici, ça au point de départ, donc le placebo et le SIM index. Après 5 jours, on voit une petite amélioration, mais si on voit au bout de 21 jours, on voit qu'on a une diminution très, très, très importante de 7% de l'index de ce SIM index green, donc de ce SIM index. Et on voit que parmi les gens qui ont un score de sensibilité le plus important, on voit qu'on a une diminution de 50% de la sensibilité de la peau. Vous voyez, donc ça c'est intéressant en testant cet actif. Voilà, donc une belle diminution de la sensibilité même de la peau. Ensuite, ils ont fait une étude de l'expression des gènes. Alors ça, c'est des études. Alors on se dit, voilà, ce sont des études classiques, ouais, mais bon, on analyse environ 30 000, presque 30 000 gènes qui sont analysés, et voilà, on analyse ensuite. Symrise a analysé le nombre de gènes qui sont sur exprimés, ceux qui sont sous-exprimés. Et voilà, et quand on voit, ici on voit que les gènes, qui y a environ 127 gènes qui sont surexprimés, et dans les domaines, ce sont des domaines intéressants, entre autres growth factors, hein, les facteurs de croissance. On voit qu'on a une augmentation significative. On voit que les gènes impliqués dans le développement de la peau, type collagénase et tout ça, on voit que des domaines donc, comme la différenciation des kératinocytes, très important, hein, dans le côté anti-âge, de booster le fait qu'on renouvelle la peau à partir de l'épiderme, et épiderme développement également. Donc vous voyez, dans au moins 4 domaines fondamentaux qui sont reliés au développement de la peau, on voit qu'on augmente ces gènes, donc entre autres NRG1, tout ça, collagène. Voilà, donc belle étude à nouveau, et qui montre qu'on va améliorer la qualité de la peau. Ici, c'est une étude qui a été faite pour mesurer la qualité du collagène, et en fait, cette étude est basée sur le fait que si on endommage le collagène, eh ben, on va pouvoir le collagène qui est endommagé va pouvoir se relier avec une sonde fluorescente, tout simplement. Et voilà, donc là, c'est le derme, le collagène a été non traité. Si on le traite avec des UV, si on traite, on prend ensuite le collagène traité avec des UV et en présence de Symrellis, on voit qu'on a beaucoup moins de collagène endommagé par rapport à là. On a quasiment pas de collagène endommagé. D'accord. C'est un test qui a été fait donc ex vivo, donc sur des explants de peau. Et on voit ici, voilà, on regarde la quantité on peut dire que voilà, ça correspond à la quantité de collagène endommagé, voilà, et on voit qu'on a une diminution significative du collagène qui est endommagé par les UV. Et voilà, et ça vous montre aussi qu'il faut vous protéger cet été du soleil. N'hésitez pas à mettre de la crème solaire, parce que voilà, vous diminuez ça, ou alors vous mettez du Symrellis sur votre peau. Voilà, alors si je résume dans une table les avantages du Sim Relief Green, euh, on voit qu'on a une interaction sur le collagène, hein, sur la structure et la protection de la peau, et même on a des données sur les stem cells. Je vous montre pas tout ça, mais voilà, on a une protection des cellules souches. On va protéger le collagène. Ensuite, on a
ils ont fait des données sur l'hydratation en mesurant entre autres la production d'acide hyaluronique. On voit qu'on augmente la production d'acide hyaluronique de 11% par rapport à placebo. Hein. N'oubliez pas que la peau produit l'acide hyaluronique. Notre acide hyaluronique, il est hydrolysé tous les jours, hein, à peu près 30% de l'acide hyaluronique. Donc, il est reproduit par la peau. Ici, on va améliorer, on va augmenter la production d'acide hyaluronique par la peau, donc un côté hydratant. Et bien sûr, on a le côté antioxydant avec la capacité antioxydante de la peau qui va être augmentée d'environ 78%. Voilà, donc avec réduction de REOS. Voilà, et donc c'est le côté inflammaging. Alors si on résume cet actif qui est voilà très efficace, donc vous avez l'inquinème hein, avec le bisabolol, le gingembre. Vous avez les caractéristiques. Alors une caractéristique intéressante, c'est le fait qu'il est soluble dans l'huile. Alors il y a beaucoup de clients quand je les vois qui me disent voilà on aimerait bien avoir des actifs qui sont solubles dans l'huile pour pouvoir les mettre dans des segments tels que le maquillage, dans les lipsticks et tout ça. Voilà, vous avez quelque chose que vous pouvez mettre dans le maquillage. Mais vous pouvez également, bien sûr, ça peut se mettre bien sûr dans un produit de soin. Vous mettez simplement dans la phase huileuse, voilà, et c'est stable. Euh, et c'est stable jusqu'à 80 degrés, donc vous pouvez même mettre ça, considérer de mettre ça dans les lipsticks par exemple. C'est biodégradable, renewable. Voyez, parce qu'on utilise de la biotech, c'est natural 100% au niveau du natural index. Et vous avez, c'est au niveau du positionnement, bien sûr, on est sur le côté peau sensible, et vous avez une grande flexibilité. Par exemple, on peut penser, imaginer mettre ça dans le sun care ou after sun. Même visiblement, on peut mettre ça dans le oral care, bien sûr, sur le produit pour le shave et tout ça. Voilà. Alors ensuite, on va parler de protéines, de glycation de protéines. Ici, c'est un produit qui est proposé par la société Ishimer Farkos. Et ici, on va combiner donc, on va cibler trois facteurs. Alors, vous avez sans doute entendu parler des Advanced Glycation End Product. Alors, au fur et à mesure que l'on vieillit, on va avoir une glycation des protéines, glycation des protéines. Et voilà, ces protéines vont être endommagées et vont former des espèces d'agrégats et qui vont soit rester dans la peau et faire des espèces de taches brunes, voilà, ou soit parfois, quand on a un petit peu de chance, ça va être éliminé par certains phénomènes qui vont englober ça dans des vésicules et ensuite on va les éliminer. Hein. On parle beaucoup d'exosomes en ce moment. Voilà, vous avez des vésicules un petit peu comme ça qui peuvent vous aider à éliminer ces produits de glycation. Ensuite, on va cibler l'hyperkératosis. Alors, il s'avère que quand on a ces H, on voit il y a des récepteurs pour ces H, et quand ces Advanced Glycation End Product arrivent sur les récepteurs des kératinocytes, et on va multiplier la différenciation des kératinocytes, et il y a un risque d'avoir une hyperkératinosis. Et l'hyperkératinosis, on peut se dire, est-ce que c'est une protection? Mais non, en fait, l'hyperkératinosis c'est un des facteurs qui va créer une peau un peu grise à la surface. Vous voyez, donc c'est un phénomène sur lequel on va essayer de cibler. Et en fait, il y a un troisième phénomène, c'est le fait que ces Advanced Glycation Products que vous voyez ici ont également des récepteurs sur les mélanocytes. Et quand ces Advanced Glycation End Products arrivent sur ces récepteurs, en fait, ils vont stimuler la mélanogénèse, donc création de mélanine, et donc il va y avoir risque de formation en fait de taches brunes de mélanine. Hein. Voilà. Donc, on va essayer on va trouver un actif qui va essayer de en fait, cibler ces trois mécanismes.
Ici, on est c'est un extrait de pivoine, qui est un extrait de pivoine. Ce pivoine, en Asie, c'est utilisé dans la médecine traditionnelle, au Japon, en Chine. Alors, il y a toute des histoires marketing. Donc, si vous avez la brochure, vous verrez qu'il y a plein d'histoires japonaises autour de la pivoine, des poètes qui parlent de cette pivoine. Et ils sont avérés ils ont sélectionné cet actif car on a une diminution de l'interaction. On arrive à réduire en fait la formation du dimère entre l'Advanced Glycation Product et son récepteur ici. Vous voyez, donc on mesure la quantité de du complexe. On voit ça, c'est le contrôle, et quand on ajoute l'actif, on voit qu'on a une diminution de manière significative en fait de la formation de ce dimère. Et si on voit par exemple, on arrive à mettre une sonde fluorescente sur H, hein, et on voit qu'en présence de l'actif, on a diminué de manière significative la quantité même de cette Advanced Glycation End Product ici par rapport au contrôle. Voilà, donc on voit on- à la fois on diminue la formation du dimère, et c'est ce dimère qui active les kératinocytes. C'est ce dimère qui active également les mélanocytes. Et ensuite, on voit que l'on diminue même la quantité de H. Alors, on a fait une mesure de la quantité de mélanine qui sont produites, et on voit que en présence de l'actif, on a une diminution de la production de mélanine, donc moins de risque d'avoir ce qu'on appelle les taches, les taches brunes, et les taches de mélanine, hein. Et ça, à partir de 0,2 ou 0,4%, ce sont des tests qui sont faits in vitro. Et également, on a mesuré K10, qui est un signal, qui est une protéine qui est impliqué dans le fait qu'on ait un turnover épidermal qui soit normal. Vous voyez, donc c'est un espèce de régulateur de la différenciation épidermique, et on voit ici, voilà, donc ça c'est le contrôle, et on voit que euh, quand on met les H, on voit que l'on diminue la quantité de K10. Donc voilà, on diminue le K10, ça veut dire qu'on va augmenter la différenciation cellulaire. Et si on met l'actif, on va rebooster euh, la production de K10, et donc qui va en quelque sorte faire en sorte qu'on ait une différenciation épidermique normale. Voilà, donc c'est important d'avoir plus de K10, et vous voyez que cet actif agit sur le K10. Donc ici, on va diminuer les quantités, on voit que l'on diminue la quantité de mélanine, et on voit que l'on diminue la surproduction, en fait, surdifférenciative des kératinocytes. Et ensuite, bon, ils ont utilisé, là c'est un test clinique, et on va pouvoir détecter carrément en test clinique, en mesurant avec un scanner. Ils ont trouvé qu'il y avait un scanner qui pouvait mesurer ces Advanced Glycation End Product. Et donc ils ont mesuré ça en test clinique sur environ presque, 17 personnes, environ âgées de 40 ans, et qui utilisent le produit pendant 2 semaines. Et vous voyez donc le placebo, puis au glow, on voit que l'on a diminué la quantité de H product de manière significative par rapport au placebo, et on voit que environ presque 65% des panélistes qui ont utilisé ça ont constaté une amélioration de la qualité de leur peau. Ensuite, on a mesuré les taches pigmentaires, hein, ce sont des taches de mélanine. On voit que là c'est une mesure de ces taches par ordinateur. On fait des photos et ensuite elles sont analysées, et on voit qu'on a donc une diminution de manière significative de ces taches de mélanine après une utilisation pendant 15 jours. Et on a utilisé le produit à 1%.
Voilà. Et on voit que, alors, on regarde le nombre de spots. On voit que par rapport au placebo, on a une diminution significative des tâches. Il donne également un score, et on voit que ce score de tâches qui compte à la fois le nombre et l'intensité des tâches. Donc on voit qu'on a une diminution, et ensuite on peut également mesurer directement la mélanine. On voit qu'on a une diminution de présence de mélanine dans la peau. Voilà. On a également regardé l'homogénéité de la peau. Et donc, ça, c'est pareil, dans le test clinique, avec 17 personnes, on a testé l'actif à 1% et on regarde, vous voyez, ça, ce sont les images pures. Donc, on a testé le placebo, on a testé Pioclo et on fait on va faire un processing de l'image pour vraiment mettre en avant l'éclatance, le côté éclatant de la peau. Et on voit, vous voyez, qu'on a une nette amélioration avec l'actif et on n'a pas cette amélioration avec le placebo. Bon, c'est très clair. Et quand on a une évaluation le côté un peu éclatant de la peau, on voit que on a une différence significative en faveur de l'actif, voilà, en test clinique. Voilà, donc cet actif, vous avez ici vous avez le nom INKI, il est Chine, description, dosage recommandé 1%, on a bien sûr toutes les données toxiques. C'est un produit qui peut être utilisé au Japon, il est quasi-drogue, ça peut être un côté intéressant, il est Chine, il est halal. Voilà. Et c'est un produit qui se met dans la phase aqueuse d'un produit, de préférence à la fin, pas le chauffer à plus de 40-50 degrés. Voilà. On va parler maintenant épigénétique. Voilà, c'est un thème qui est quand même qui est très à la mode en ce moment. Et ici, on va parler d'un produit qui est offert par la société Corum, et c'est EpiOn. Vous avez le nom chimique, vous avez la formule ici. Alors ce produit-là, il est pur à 99%. On le met dans une solution, il est soluble dans l'eau. Il est proposé à 50% de concentration. Et au niveau de la valeur du pH, voilà, on a une valeur de pH de 5 à 7% quand il est utilisé à 30%. On a fait également des tests. Alors, c'est ce qu'on appelle Next Generation Sequencing, hein. Ici, grâce à cette technique-là, on peut séquencer le génome humain en un seul jour, hein. Vous voyez quand même le fait comment on a pu avancer au niveau de la connaissance des gènes. Et dans cette technique-là, on a on a identifié environ 20 000 gènes, hein. Il y en a 5000 qui sont up-regulated par les UV. Il y en a 234 qui sont, ils ont réussi à identifier dans cette étude 234 gènes qui sont rescued, donc qui ont pu être protégés par l'actif. Et ces actifs et ces gènes, on les a identifiés. Donc, on a des gènes qui sont impliqués dans les facteurs de croissance, donc c'est-à-dire réparation cellulaire, wound healing, prolifération cellulaire, migration, cell survival, et également sur l'inflammation. Donc on va booster la réponse inflammatoire de la cellule, on va augmenter la capacité cellulaire à répondre au stress, on va comment dire, lutter contre la toxicité génétique, et on va améliorer le leucocyte recrutement, donc la protection en fait, la protection cellulaire. Voilà, et on a tout ça. Euh, donc on augmente la capacité de la peau à produire les facteurs de croissance et on diminue tout ce qui est impliqué dans l'inflammation, hein. Enfin, on booste par exemple les leucocytes, on va augmenter ça, on va
on va diminuer la réponse inflammatoire, le côté toxicité génétique. Vous voyez, donc ça, ce sont des données sur Epion. Ensuite, alors, la, l'épigénétique, souvenez-vous, hein, c'est un phénomène qui intervient après l'expression de l'ADN. Alors, quand l'ADN n'est pas modifié, en fait, il va s'enrouler autour des histones et en fait, on va avoir un ADN qui est un ADN qui est silent, donc qui n'est pas, qui ne peut pas être transcrit. Voilà. Et il existe dans le phénomène épigénétique, on a une modification en quelque sorte de l'ADN. On va placer certains, alors ça peut être euh, des acétyles ou des méthylations, il peut y avoir méthylation, acétylation de l'ADN à certains endroits. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, ça va ouvrir encore en quelque sorte l'ADN, c'est-à-dire l'ADN est beaucoup plus difficile à ranger autour de ces histones, donc il va pouvoir être exprimé sur certaines parties de l'ADN. Voyez, donc on ouvre en quelque sorte l'ADN et ça permet d'exprimer des choses. Alors voilà, l'épigénétique, on en parle. Par exemple, au niveau des abeilles, la reine des abeilles, c'est un phénomène épigénétique et c'est une ouvrière qui est nourrie avec de la gelée royale. Et on a montré qu'en fait, ce phénomène phénomène de création de la reine est un phénomène épigénétique qui est relié à une centaine de sites qui ont été méthylés, par exemple. Vous voyez, donc, vous voyez l'impact quand même de l'épigénétique sur certains petits vers. On a démontré qu'on arrivait à augmenter la durée de vie de ces vers, que en fait la durée de vie de ces vers pouvait être augmentée grâce à le côté épigénétique d'environ 30%. Donc ça a un impact. Alors comment on joue sur l'épigénétique? Eh ben, c'est intéressant parce que vous avez en fait des enzymes qui vont acétyler l'ADN, et ça, ce qu'on appelle les writers. Donc, et vous avez des enzymes qui sont impliquées, bien sûr, on va effacer ces groupements acétyles, par exemple, et on va donc libérer l'ADN de cet acétyle et l'ADN va à nouveau se ranger autour des histones. Vous voyez, donc, et en fait, ce que fait la cellule, elle joue en fait en quelque sorte sur ces enzymes pour ouvrir ou fermer le côté épigénétique. Alors ici, on a Epion et euh, ils ont créé un actif qui va justement jouer sur ces deux actifs, à la fois le Viper, donc je dépose des éléments acétyles sur l'ADN et donc ça me permet d'ouvrir la lecture, ou au contraire, et on va essayer de bloquer cette enzyme qui en quelque sorte élimine ces groupements acétyles. Et donc l'idée, c'est quoi? Bah, l'idée, c'est d'avoir un ADN qui est modifié, qui reste modifié avec ces groupements acétyles. Donc, on a une chromatine qui est relaxée et donc on va avoir augmentation de production. Entre autres, on sait que certaines parties de l'ADN, quand ces parties sont acétylées, on va les ouvrir et il va y avoir production de facteurs de croissance de type EGF, TGF, IGF, VGEF, et donc ça intervient sur voilà, la prolifération cellulaire et sur le phénomène de cicatrisation. Voilà. Donc, bah, voilà, je vous ai dit qu'il y avait deux enzymes qui étaient impliquées dans ces phénomènes. Enfin, bon, voilà, là, on se concentre sur deux enzymes. Il y a beaucoup plus qui sont impliqués sur les phénomènes, bien sûr, d'épigénétique. Là, on va parler de deux enzymes. Donc, l'enzyme qui écrit, donc l'enzyme qui dépose ses côtés acétyles, voilà. Et on voit qu'en en présence de l'actif, on augmente euh, la quantité de cette enzyme qui va acétyler en quelque sorte l'ADN et le libérer. Et on va bloquer cette enzyme. Et je vous ai dit que cette enzyme était impliquée dans. C'était une espèce de gomme acétyle. Ben voilà, on va bloquer la gomme et on augmente
le crayon. Voilà, on a plus de crayons, moins de gomme. Donc vous imaginez qu'on va avoir l'ADN qui sera ouvert et qui va permettre la production, entre autres, de ces facteurs de croissance. Très simple, des données qui sont très claires à ce niveau-là. Et voilà, donc on imagine qu'on va avoir, grâce au fait qu'on joue sur ce phénomène un peu épigénétique, on va avoir une croissance de la peau. Ici, on va mesurer le stratum corneum, des données qui sont faites ex vivo sur des explorants de peau. Et vous voyez que c'est le côté rouge, facile à voir. On voit qu'on augmente l'épaisseur du stratum corneum. Même si on regarde un petit peu l'épiderme, on voit qu'on augmente également un petit peu l'épaisseur de l'épiderme, ce qui est une bonne chose. Ensuite, on a regardé, voilà, ces tests, les tests un peu classiques, c'est-à-dire qu'on va prendre ces explants de peau, on va créer une blessure et puis on va regarder avec quelle rapidité on va cicatriser en quelque sorte la blessure. On voit qu'après après 3 jours, on voit une augmentation très rapide du bud. Alors on appelle ça le bud, c'est cette partie-là. Et vous voyez quand les images sont très parlent d'elles-mêmes, on augmente. Vous voyez, ça c'est une croissance normale, croissance avec 2% d'épiones, croissance avec 4% d'épiones. Et ouais, donc on a, et vous voyez, même ici à ce niveau-là, vous voyez, c'est impressionnant la croissance du bug. Et vous voyez, même par rapport au non-traitement. Voilà, donc on a clairement montré qu'on augmente les facteurs, les growth facteurs, on va augmenter la cicatrisation de la peau. Alors, ils ont fait certaines données, alors c'est vrai que ça, ces données sont assez impressionnantes. En fait, on va prendre, là, ce sont des tests in vivo et on va soumettre une petite partie de la peau aux UV et on va créer un érythème. Vous voyez, donc là, c'est sans traitement, 30 minutes, 2 jours. Alors, on crée un érythème, on attend ensuite de voir comment ça se résorbe. La vitesse, vous voyez que par rapport, alors ça, c'est le traitement, sans rien, vous avez le placebo, et là, vous voyez, vous avez un traitement, et je pense que c'est sur une peau normale, et on traite avec 2% d'épiones, et on voit voilà, une diminution de manière significative de l'érythème. Donc ça, je trouve ça très, très intéressant, et ça, c'est fait à partir de 5 jours, et 2% d'épiones. Voilà. Alors, je vous ai dit, je ne vais pas vous montrer toutes les données sur ce produit, mais voilà, on a le côté anti-inflammatoire, on a une diminution des ROS, on a une diminution des cytokines inflammatoires, interleukin 6, interleukin 8, c'est normal. On a augmentation de la migration cellulaire avec euh, augmentation de la migration des kératinocytes, même une augmentation de la migration des fibroblastes. Donc on booste en fait la différenciation de ces kératinocytes et des fibroblastes. Donc ça c'est la profilation de la peau. Et on va avoir une réépithélisation également de la peau, donc avec une augmentation, une amélioration du bud. Hein, je vous ai montré ces données-là, augmentation de la fibronectine, augmentation de la production également d'intégrine B4. Voilà, vous avez Linkiname, je trouve que ce produit est également très intéressant. Alors, acide hyaluronique, ici on vous parle d'une technologie basée sur l'acide hyaluronique. Alors, je vous avais parlé de l'acide hyaluronique, je pense que c'est un produit très important. D'abord, on a de l'acide hyaluronique, on a environ 70 grammes d'acide hyaluronique dans notre corps. C'est quelque chose qui est très important au niveau de l'hydratation et au niveau même, c'est impliqué dans des phénomènes biologiques type la prolifération cellulaire au niveau de la peau. Euh, donc, un actif, on l'utilise bien sûr comme actif. Vous savez que les acides hyaluroniques, il y a des très gros acides hyaluroniques de plusieurs millions de Dalton qui vont rester à la surface de la peau. Et vous avez des acides hyaluroniques. Vous voyez, par exemple, celui-là, c'est un acide hyaluronique d'environ 5000 Dalton. Donc, c'est pas plusieurs millions, vous voyez, donc il est petit. C'est pas parmi les plus petits acides hyaluroniques qui existent, mais ce sont des acides hyaluroniques qui sont assez petits pour pouvoir pénétrer à l'intérieur de la peau.
le problème de l'acide hyaluronique, enfin bon, l'acide hyaluronique est très hydrophile, il va capter énormément de molécules d'eau, et la question c'est comment pouvoir intégrer ces acides hyaluroniques qui sont hydrophiles dans des produits qui sont hydrophobes, type maquillage, ou même les mettre dans une phase huileuse. Voilà. Eh ben, la société Hyundai Bioland a créé un actif, a créé un acide hyaluronique qui est en fait dispersé dans une huile et qui est proposé sous un format d'un wax, d'une cire en quelque sorte. Voilà. Donc, d'abord, ils ont choisi un acide hyaluronique de faible poids moléculaire, hein, 5 kg d'acton, donc qui peut être actif. Voilà. Cet acide hyaluronique va pénétrer à l'intérieur de la peau, va ensuite être capté par certains récepteurs au niveau euh, de l'épiderme, la kératinocyte, et ensuite qui vont activer des cascades qui vont permettre entre autres d'activer la différenciation de ces kératinocytes. Ça peut même parfois aller jusqu'au derme avec activation des fibroblastes. Vous avez l'inkinem ici, un huile, voilà, cette huile-là. Et donc, on est vraiment dans un phénomène où on a à la fois on a de l'huile et on a l'acide hyaluronique et on a une cire. Donc, c'est une cire avec un point de fusion entre 75 et 85 degrés. Vous voyez, donc, et alors, ça permet, alors qu'est-ce que ça permet? Ben, ça va vous permettre de formuler, entre autres, de l'acide hyaluronique dans par exemple, les lipsticks, mais ça peut être aussi, enfin, tout ce qui est sous forme de, tous les produits qui contiennent des cires en quelque sorte, mais surtout, je pense au maquillage. Et vous allez déposer vous allez déposer ces produits sur la peau et on va voir qu'on va avoir grâce à ça, on va avoir une pénétration, hop, une pénétration en quelque sorte, excusez-moi. On va pouvoir avoir la pénétration de l'acide hyaluronique qui capte de l'eau et on va pouvoir avoir bien sûr une hydratation de la peau. Voilà cette représentation-là. Ils ont fait des tests cliniques et entre autres, voyez, ce produit est utilisé dans un produit, un rouge à lèvres, enfin un lip balm. Il n'y a pas forcément on n'a pas mis de colorant ni de pigment dedans. Et on va mesurer le volume des lèvres. Alors cette étude a été faite sur 22 volontaires environ, et on a utilisé 1% de Yalwax dans ce balm, de ce lip balm. Et on voit donc, on va mesurer. Alors, tout ce qui est en rouge, c'est le produit, tout ce qui est en noir, c'est le placebo. On voit qu'on a une augmentation du volume. On voit qu'on a une augmentation de l'hydratation de la peau. Et ça, c'est fait après 2 heures et après 2 semaines. Et que dans tous les cas, on a augmentation, bien sûr, de l'hydratation à la surface de la peau. On a mesuré l'hydratation à l'intérieur de la peau. On a mesuré la lip roughness et vous voyez donc on diminue on voit l'amélioration de la surface de la peau, entre autres des lèvres. Et vous voyez, si vous regardez, vous avez high wax, ce sont des photos de la surface de la peau des lèvres. Si vous, par rapport au contrôle, vous voyez qu'on a une amélioration nette de la rugosité de la peau. Donc on a diminution de la rugosité, amélioration de l'hydratation à la surface, amélioration de l'hydratation interne, et on regarde au niveau des rides. On voit par exemple ici, si on regarde ces rides-là, on a une belle diminution des rides au niveau au niveau des lèvres. Voilà. Donc, une belle technologie. Hein. On se dit, voilà, comment peut-on formuler de l'acide hyaluronique pour les produits de maquillage pour amener à la fois
à la fois de l'hydratation, hein, parce que l'acide hyaluronique, ça capte plusieurs milliers de fois son poids en eau. Donc voilà, ça va vous permettre vraiment d'amener, et on le voit ici, hein, on amène des molécules d'eau à l'intérieur de l'épiderme, hein, donc ça c'est quelque chose de réel, mais il ne faut pas oublier que l'acide hyaluronique également à faible poids moléculaire est un actif qui va activer également la différenciation des kératinocytes, la différenciation des fibroblastes, donc d'où le côté anti-âge. Donc c'est bien d'avoir choisi ce petit acide hyaluronique qui à la fois amène de l'eau, hein, parce que ça, il n'y a aucun problème, et agit de manière biologique. Voilà. Donc vous avez le nom Inky, voilà, et le positionnement est de pouvoir capitaliser sur les propriétés exceptionnelles de des acides hyaluroniques et de les mettre dans une formulation hydrophobe, hein. Alors il y a beaucoup de waterless, hein, on parle beaucoup de formulation waterless. Et voilà, vous avez la possibilité dans vos formules waterless, même solides, d'utiliser ces wax. Donc gros potentiel pour cette technologie que je trouve super intéressante. Voilà. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour. On a parlé d'exposome, on a parlé d'artichaut, on a parlé de peau sensible, hein, avec ce que je considère comme spécialiste un peu avec du gingembre, avec le bisabolol. On a parlé glycation avec cet extrait de pivoine. On a parlé d'épigénétique, hein, ça c'est aussi super intéressant. Moi, l'épigénétique, ça me passionne. Et finalement, bah, l'acide hyaluronique, c'est un classique, mais là, on vous présente une nouvelle forme d'un acide hyaluronique. Là, je vous conseille d'essayer ça, c'est super bien. Voilà. Écoutez, je vous remercie pour votre attention. J'espère que j'ai pas pris trop de votre temps. Voilà, on vous enverra la présentation. Si vous avez besoin d'échantillons, bah, vous envoyez un petit message à votre responsable de compte et on vous enverra un échantillon rapidement. Voilà, et si vous avez, voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je vais demander à Agathe peut-être de lire certaines des questions. Et, et voilà, et je vous remercie pour votre attention. Agathe, est-ce que Merci tu beaucoup, m'entends? Olivier. Oui, je t'entends très bien. Merci, Voilà, Olivier. Du coup, ouais, nous je avons t'en quelques prie. questions. Alors, nous avons une première question sur l'actif Epion de chez Corum. Pourriez-vous m'indiquer si de la protéomique a été faite pour l'actif de chez Corum pour aller plus loin dans l'expression des gènes? Alors, attendez, hein, l'épigénétique, là on parle attends, tu peux reposer la question, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Pourriez-vous m'indiquer si de la protéomique a été faite pour l'actif de chez Corum pour aller Ah, ouais. plus loin que l'expression des gènes D'accord, ok, au pardon, niveau excusez-moi. Oui, protéique? d'accord. Ok. La réponse est non. Non, on est resté. Je pense que c'est une très bonne question parce que généralement, on va commencer par l'étude des gènes et ensuite la seconde question, c'est l'étude des protéines et la, la réponse, c'est pas encore. Je pense que c'est des choses, encore un actif sur lequel les données sont générées, mais non, on n'a pas ces données-là. Je suis désolé. Ouais. Merci Olivier. Alors nous avons une autre question, toujours sur Ouais. les pionnes. Comment avez-vous évalué la migration des fibroblastes? La Alors migra il me semble que c'est un test qu'on n'a pas mis en avant dans la présentation. Ouais, la migration des fibroblastes, ça peut être, c'est mesuré assez facilement en ex vivo, hein. En ex vivo, on peut faire des tests et on va on va prendre de l'ex vivo, on va faire des coupes, on va mesurer où se trouvent les fibroblastes, on peut même faire du labeling des fibroblastes et ensuite on regarde s'il y a une prolifération, s'il y a une augmentation de la quantité de fibroblastes sur le côté ex vivo. Ça, c'est pas très compliqué à faire. Voilà, c'est généralement ce qu'on fait. Il y a de nouvelles méthodes maintenant sur lesquelles on arrive à détecter in vivo, mesurer in vivo les fibroblastes, mais ce ne sont pas encore des techniques qui ont été utilisées dans ce cas-là. Mais voilà, c'est plus sur le côté ex vivo. Tout à fait, c'est vrai qu'on les a pas mis en avant, mais on pourra vous envoyer les tests Ouais, on de verra, ouais. migration cellulaire sur les fibroblastes, ils sont Ouais, tout disponibles. à fait, on en verra ça. Oui, il n'y a pas de souci, ouais. Mm. Alors, nous avons une autre question sur le Yalwax.
Peut-on le formuler dans des process à chaud sans que l'acide hyaluronique soit dégradé? Alors oui, ils ont fait bien sûr, ils ont fait des tests sur, il y a le wax et ils ont réussi, ils ont démontré qu'en fait, on pouvait maintenir la stabilité de l'acide hyaluronique, jusqu'à une, température de 90 degrés. Vous voyez? Voilà, parce que vraiment l'acide hyaluronique est protégé, dans ce wax. Donc oui, on a une stabilité de l'acide hyaluronique, jusqu'à une température d'environ 82 degrés. Il peut être maintenu, voilà, même plusieurs heures à 90 degrés dans le cadre de sa formulation, et on a mesuré la stabilité de cet acide hyaluronique. Oui, c'est stable. Merci Donc, Olivier. ouais. Nous avons une autre question sur l'épionne toujours. Est-ce que les propriétés réparatrices de l'actif épirone pourraient s'appliquer au cuir chevelu? Alors, oui, on a fait, il y a des tests qui sont disponibles sur le cuir chevelu, sur le cuir chevelu, et on a vu une action antipelliculaire en fait qui a été objectée in vivo. Donc, on voit que, alors bon, antipelliculaire, donc ça va être lié à la Malassezia furfure, et on voit qu'on a en effet une diminution de la prolifération de cette levure, et on a des données qui montrent qu'on diminue les démangeaisons du cuir chevelu qui sont liées à cette levure. Donc oui, on a ces données, on pourra vous les envoyer, hein, si vous le souhaitez. Ouais. Merci Olivier. Nous avons une autre question sur le Sim Relief Green de chez Simrise. Quel est l'impact en formulation, notamment sur l'odeur et la couleur? Alors, si je me souviens bien, ouais, je pense que oui, c'est un actif qui est une couleur jaune et brun, et qui a une odeur, en fait, une odeur très faible. Et cette odeur est très facilement couvrable en formule, hein. Il y a pas, on n'a pas de problème. Alors on peut l'utiliser sur les formules non parfumées. Il y a pas vraiment d'impact sur cette. Et concernant la couleur, ils ont fait plusieurs tests, et en fait, voilà, si vous utilisez cet actif, hein, on l'utilise au niveau environ 0,1, 0,2. Il y a sur des textures blanches, il y a donc il y a absolument aucun impact sur la couleur à ce pourcentage-là. Donc vous pouvez utiliser de manière très safe le produit, aucun souci. Super, merci Olivier. Nous avons une dernière question sur le Synage. Est-ce que le Synage est stable à haute température et quelles sont les recommandations de formulation? Alors oui, le Cinege, vous pouvez l'utiliser. Il est stable jusqu'à 85 degrés. Et bon, il est recommandé de le solubiliser, Cinege dans l'eau, un ratio 1 à 3. Et voilà. Et vous pouvez additionner le Cinege à peu près n'importe quelle étape dans la formulation, à froid ou à chaud. Et alors au niveau des pH entre 3 et 6,5, c'est bien. Voilà. Donc en fait, voilà, c'est un actif qui est assez facile d'utilisation, stable à 85, vous voyez, donc voilà, c'est classique. Il y a pas de contrainte de formulation pour cet actif. Voilà. Super. Eh bien, merci beaucoup Olivier. Il Voilà. me semble qu'on a fait le tour pour les questions. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons pouvoir clôturer ce webinaire. Voilà. Nous vous enverrons effectivement le PDF de la présentation ainsi qu'un accès au replay. Mais si vous avez des questions d'ici là, n'hésitez pas à revenir vers votre contact Saficacan privilégié. Et puis, nous vous donnons rendez-vous le 10 juillet pour un webinaire qui sera cette fois dédié au Simindex, l'outil développé par Simrise pour mesurer la sensibilité cutanée. Vous Voilà. Ben, recevrez une invitation prochainement. voilà, je vous remercie également de votre attention, et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci et au revoir. Merci Olivier, merci à tous, bonne journée. Au revoir.